Tu connais Blaise Diagne, tu connais Senghor, mais Galandou Diouf, lui, on l'a effacé, oublié, mis sous silence. Pourtant, il fut l'un des premiers Africains à défier le système colonial, de l'intérieur. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Voici l'histoire d'un pionnier oublié, un héros que le monde doit enfin connaître. Dans la ville de Saint-Louis du Sénégal, ce joyau historique perché à la lisière du fleuve, là où l'Afrique subsaharienne rencontre l'Atlantique, né en 1875 un garçon au destin exceptionnel, Galandou Diouf. À l'époque, Saint-Louis est bien plus qu'un port ou un simple comptoir colonial, c'est la capitale intellectuelle et administrative de l'Afrique occidentale française, AOF, et l'un des rares endroits du continent où des Africains peuvent prétendre à une forme de citoyenneté française, en tant qu'habitants des 4 communes. Dans ce contexte unique, Galandou voit le jour le 14 septembre 1875, au sein d'une famille métissée entre 2 grands peuples sénégalais. Son père, John Le Gros Diouf, est sérère, tandis que sa mère, Déthié Gueye, est wolof. 2 cultures, 2 traditions, 2 influences profondes. Il grandit dans une maison attachée à la religion musulmane, et ne reniera jamais cet héritage spirituel, se considérant toute sa vie comme membre à part entière de la communauté islamique sénégalaise. Mais très tôt, ses parents font un choix qui va bouleverser son destin, ils décident de l'envoyer suivre une éducation occidentale. Dans une époque où cela était encore rare, voire exceptionnel, pour les enfants africains, Galandou est inscrit à l'école de garçons tenue par les frères de Ploërmel, un ordre catholique originaire de Bretagne. Il y découvre non seulement les lettres françaises, mais aussi une rigueur éducative nouvelle, une discipline, une logique de mérite. Son intelligence vive, sa curiosité naturelle et son envie d'apprendre lui permettent de progresser rapidement. Il poursuit ensuite ses études dans l'éphémère école secondaire catholique de Saint-Louis, une institution fragile mais qui marque les prémices de l'enseignement secondaire pour les Africains dans les colonies. En cela, Galandou fait partie de cette génération pionnière qui bénéficie, timidement, partiellement, des outils intellectuels de la République française, tout en restant attaché aux racines africaines profondes. Ce mélange subtil, à la fois culturel et politique, le construira. Il faut comprendre qu'à sa naissance, même en habitant Saint-Louis, Galandou Diouf est juridiquement considéré comme un indigène. Oui, il est sujet français, et non pas un simple étranger. Mais il ne jouit pas encore des droits civils et politiques complets que la République accorde aux citoyens de métropole. Cette situation paradoxale, être français sans être libre, nourrira plus tard son engagement. À la sortie de ses études, comme les maîtres d'école sont alors très recherchés, Galandou obtient son premier poste comme instituteur à Dagana, une petite ville en bordure du fleuve Sénégal, à l'est de Saint-Louis. Ce poste le plonge dans la réalité coloniale, il y enseigne à des enfants africains dans une langue étrangère, dans un cadre pédagogique importé d'Europe, avec des moyens limités, et des perspectives fermées. Très vite, il se lasse de l'enseignement. Trop rigide? Trop figé? Peut-être aussi trop éloigné de ses ambitions. Il décide donc de se réorienter dans l'administration coloniale. Il devient successivement receveur des postes à Dagana, puis chef de train sur la ligne Dakar-Saint-Louis, et enfin chef de station à la gare de Dakar. Ces postes, techniques, stratégiques, le mettent en contact quotidien avec les réalités du pays, les flux de marchandises, les déplacements des colons, les contraintes logistiques de l'administration. Mais surtout, à travers ses fonctions, il observe l'injustice. Il constate que les employés africains reçoivent systématiquement des salaires bien moindres que leurs homologues français, pour un travail équivalent, parfois plus exigeant. Cette prise de conscience marque un tournant. Il réalise que l'administration coloniale fonctionne sur une hiérarchie raciale implicite. Et cela le pousse à chercher ailleurs. En 1910, Galandou Diouf fait un choix audacieux, il quitte la fonction publique pour se lancer dans les affaires. À cette époque, très peu d'Africains osent ou peuvent pénétrer ce monde réservé aux Européens ou aux commerçants étrangers. Il est recruté comme comptable chez Abou Salam Bougreb, le plus grand marchand marocain de Dakar. Ce poste lui ouvre les portes du monde du commerce colonial. Il y apprend les chiffres, les marges, les négociations. Il observe les rapports de force entre commerçants africains, levantins, européens. Il découvre les circuits de l'arachide, les marges sur les importations, les privilèges des maisons métropolitaines. En 1912, il entre au service de la maison bordelaise Buan et Tesser,
une société de négoce bien implantée dans les colonies. Là, il occupe le poste de chef comptable, un poste clé qui lui permet de nouer des liens étroits avec les milieux industriels français et sénégalais. Ce réseau, dense et influx, constituera une arme puissante pour ses futures batailles politiques. Pendant la Première Guerre mondiale, les colonies africaines sont massivement mises à contribution, des dizaines de milliers de jeunes hommes sont envoyés combattre sur les fronts européens. En retour, une promesse politique émerge, celle de la reconnaissance, de la gratitude. En 1916, grâce à une loi portée par Blaise Diagne, premier député africain élu à la Chambre des députés française en 1914, les habitants des 4 communes, dont Diouf, accèdent enfin à la citoyenneté française pleine et entière. Cette loi du 29 septembre 1916 change tout, elle permet aux Africains de Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque d'être des citoyens français de plein droit, avec la possibilité de voter, de se présenter aux élections, et d'accéder à la fonction publique sans discrimination juridique. Cette avancée majeure, obtenue dans le contexte douloureux de la guerre, légitime les aspirations politiques de figures comme Galandou Diouf. Elle crée un terrain nouveau, un champ d'action possible pour ceux qui, comme lui, ont toujours navigué entre deux mondes africains et européens sans jamais renier ni l'un ni l'autre. En 1916, Galandou Diouf a 41 ans. Il a été enseignant, cheminot, fonctionnaire, comptable, chef de bureau, et même conseiller économique de grandes maisons coloniales. Il parle un français irréprochable, connaît l'administration coloniale de l'intérieur, possède un solide réseau commercial, et désormais, il est un citoyen français à part entière. Il est donc prêt. Prêt à entrer dans l'arène politique. Prêt à revendiquer, non pas seulement pour lui, mais au nom de ses compatriotes africains, une place dans les institutions françaises. Il sait que ce combat sera difficile. D'autant plus qu'un autre Africain, Blaise Diagne, a déjà ouvert la voie. Et les deux hommes ne tarderont pas à se croiser, à s'opposer. En 1909, profondément enraciné dans la culture locale et porté par la colère d'un peuple marginalisé, Galandou Diouf devient le premier Africain élu depuis le début de la colonisation, représentant la commune de Rufisque, Tongedj, au Conseil général de Saint-Louis, capitale du Sénégal colonial à l'époque. Cette victoire est tout sauf anodine. Les Lébous, peuple autochtone de la presqu'île du Cap-Vert, sont en quête de changement. Fatigués par la mainmise des marchands français et le pouvoir sans partage d'une élite créole établie, ils se tournent vers un homme qui ose, Diouf. Il n'a ni les soutiens des grandes maisons commerciales, ni l'héritage d'un réseau colonial, mais il a la parole, la proximité, et surtout l'audace. Il n'hésite pas à tenir tête aux Français et aux Créoles, affichant une rare indépendance d'esprit. Sa campagne repose sur des idées neuves, développement de l'industrie locale, justice sociale, revalorisation du rôle des Africains dans la gestion de leur territoire. Son discours séduit. Il devient le symbole d'une nouvelle voie africaine dans une sphère politique verrouillée. C'est le début d'une trajectoire qui fera de lui un acteur politique incontournable, bien au-delà de Rufisque. En 1912, galvanisé par son succès, Diouf s'engage dans une initiative inédite pour l'époque, la création du premier parti politique africain du Sénégal, les Jeunes Sénégalais. Ce mouvement, inspiré par d'autres expériences du monde colonisé, comme les jeunes Turcs dans l'Empire ottoman ou les jeunes Tunisiens et jeunes Algériens en Afrique du Nord, est une tentative audacieuse d'organiser politiquement les aspirations de l'élite africaine éduquée. L'objectif ? Porter une voix autonome, progressiste, résolument tournée vers l'émancipation des peuples africains, sans dépendre des structures coloniales ni des alliances traditionnelles. Les jeunes Sénégalais représentent un souffle nouveau, mêlant patriotisme local et ouverture au monde. Pour Galandou Diouf, la presse est un champ de bataille aussi important que les urnes. Il comprend très tôt le pouvoir de l'écrit pour éveiller les consciences et porter la parole africaine au-delà des cercles restreints. Il collabore ainsi avec La Démocratie, un journal progressiste fondé par Jean Daramy d'Oxobi, où il défend l'égalité africaine et dénonce avec vigueur les discriminations coloniales. Mais il ne s'arrête pas là. Dans une démarche pionnière, il fonde son propre organe de presse, le Sénégal. Ce journal devient rapidement un espace de contestation et d'expression africaine, brisant le monopole de la parole politique tenu jusqu'ici par les colons ou les élites métissées. Dans ses écrits, Diouf ne mâche pas ses mots. Il s'attaque frontalement aux injustices du système colonial. Dans un article célèbre, il déclare : « Oubliant le passé de leurs ancêtres et le leur,
certains Français indésirables venus de la métropole voudraient tenter de nous maintenir sous le joug de l'esclavage en dépit des libertés que nous a généreusement octroyées la Révolution française. La République française, messieurs, nous a libérés au même titre que vous. Si nous sommes les esclaves de la dernière heure, vous étiez parmi ceux de la première. Ce ton direct, ce franc-parler, ce courage dans la plume, construisent sa réputation de tribun du peuple, de penseur libre, d'intellectuel engagé. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Galandou Diouf ne reste pas en retrait. À une époque où la France mobilise massivement ses colonies, il décide de s'engager volontairement dans les troupes françaises. Il rejoint le 144e régiment d'infanterie territoriale en tant que sous-lieutenant. Au front, il fait preuve de bravoure. Il est blessé, victime de lésions pulmonaires causées par les gaz au chlore déployés par l'armée allemande. Pour soulager ses souffrances, il racontera plus tard qu'il buvait des infusions de feuilles de baobab. Cette expérience de guerre, marquée dans sa chair, renforce son attachement à l'idée que les Africains ont le droit d'être traités à égalité, eux qui ont versé leur sang pour la patrie française. En novembre 1918, il est décoré de la Croix de guerre et élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Ces distinctions ne le flattent pas tant qu'elles légitiment, à ses yeux, le combat politique pour les droits des anciens combattants africains. Après la guerre, Galandou Diouf rejoint la mission militaire de Blaise Diagne, 1918-1919, une tournée stratégique dans toute l'Afrique occidentale française destinée à recruter une armée coloniale fidèle à la France. Cette mission les mène de Bamako à Kindia, de Ouagadougou à Djenné, avec une escorte impressionnante de 350 hommes. À cette époque, Diouf est encore un fidèle lieutenant de Diagne, et travaille de concert avec Jean d'Aramy d'Oxobi, leur second. Ils forment ensemble une équipe de terrain redoutable, mêlant stratégie politique et enracinement local. Mais les tensions vont rapidement poindre. En 1920, un premier accroc survient, Diagne, sous la pression des autorités coloniales, soutient le rétablissement du Conseil colonial, une institution jugée archaïque et élitiste. Diouf, désormais vice-président du Conseil, commence à prendre ses distances. Puis vient l'accord de Bordeaux signé par Diagne en 1923, fortement critiqué dans les milieux nationalistes. Diouf est de plus en plus sceptique. Séduit par la pensée et le style de Lamine Gueye, plus jeune et tout aussi ambitieux, Diouf quitte le camp de Diagne. Il s'allie aux forces d'opposition, tout en restant une figure influente, voire redoutée. Ce revirement symbolise aussi la complexité du champ politique africain, où les alliances sont souvent stratégiques, et les idéaux, parfois mis à l'épreuve du réel. Lorsque Blaise Diagne meurt en 1934, le siège qu'il occupait à la Chambre des députés française devient vacant. Paris, 29 juillet 1934. Pour la première fois de sa vie, Galandou Diouf foule les marches de l'Assemblée nationale française en tant que député de la République. Un moment historique. Un fils d'Afrique, élu non pas par le hasard, mais par la volonté populaire, par la voix d'un peuple décidé à écrire lui-même sa destinée. Et pourtant, ce triomphe électoral n'était pas une évidence. Son adversaire ? Aucun autre que son propre neveu, Amadou Lamine Gueye, républicain socialiste à la verve redoutable. Mais Galandou Diouf, fort de son parcours, de sa proximité avec les couches populaires et de ses combats antérieurs, remporte la bataille électorale avec 6126 voix contre 4584. Une revanche historique, 2 ans plus tôt, il avait été sèchement battu par Blaise Diagne, récoltant à peine 3785 voix contre 7250 pour celui qui fut son allié avant de devenir son rival. L'histoire est un cercle, mais cette fois, c'est Galandou qui triomphe. Installé au Palais Bourbon, Diouf comprend rapidement que sa voix ne portera que si elle défend les intérêts concrets de son peuple. Il ne se perd pas dans les jeux de pouvoir parisiens, mais oriente son mandat vers les questions économiques vitales pour les colonies, l'arachide, pilier de l'économie ouest-africaine, les oléagineux, les échanges commerciaux, et surtout le statut des anciens combattants africains, ces oubliés de la République. Ce combat devient personnel. Lui-même ancien soldat, décoré pour bravoure, revenu de la Grande Guerre avec les poumons abîmés par le chlore, il n'accepte pas que des milliers d'Africains ayant risqué leur vie pour la France soient réduits à l'oubli. Il est temps, après 20 ans d'attente et d'espoir déçus, de ne pas marchander à ces anciens combattants de la Grande Guerre cette modeste expression de la reconnaissance nationale. Il dépose une proposition de loi majeure,
accorder la citoyenneté française à tous les Africains titulaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou pensionnés de guerre. Le texte est rejeté. Mais l'acte politique est posé. Il défie la République sur ses propres valeurs. À ses côtés, dans les couloirs de l'Assemblée, deux figures féminines jouent un rôle discret mais décisif. De 1934 à 1936, c'est Marie-Thérèse Jupin qui l'assiste. Puis, en 1939, entre en scène Paulette Nardal, première femme noire diplômée de la Sorbonne, pionnière de la négritude. Diouf ne l'embauche pas simplement pour ses compétences, il veut lui faire découvrir l'Afrique, l'enraciner, et peut-être, par elle, bâtir des ponts entre les diasporas. Ensemble, ils arpentent le Sénégal. Elle découvre, lui transmet. Loin des salons parisiens, Galandou Diouf crée une intelligence politique noire francophone, avant même que ce terme n'existe. 1936, la France bascule à gauche. Léon Blum et le Front populaire arrivent au pouvoir. Une bouffée d'air pour les classes populaires et les colonies. Dans ce contexte d'espoir, Galandou Diouf fait face à un nouveau duel. Lamine Gueye, désormais homme fort de la SFIO au Sénégal, entre dans l'arène électorale avec un programme similaire à celui de Diouf, égalité salariale, fin de l'indigénat, éducation obligatoire, africanisation de l'administration. Mais une différence cruciale les sépare, la confiance du peuple. Lamine Gueye est brillant, mais trop théorique. Diouf, lui, est le député du terrain, du concret, du peuple. Résultat sans appel, 8323 voix contre 4288. Galandou Diouf est réélu haut la main. L'Europe s'assombrit. 1939, l'Allemagne nazie menace la paix. Galandou Diouf ne reste pas silencieux. Il déclare solennellement la fidélité de l'Afrique à la France, clamant que plus d'1 million de soldats africains sont prêts à défendre la liberté contre la barbarie. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un rappel, l'Afrique a toujours été au rendez-vous des batailles, même quand la République l'oubliait. Cette même année, il participe à un rassemblement antiraciste historique, avec Gratien Candace, Gaston Monnerville et Sénac Tali, sous la bannière de la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme. Un signal fort, Diouf se bat contre toutes les formes d'oppression, qu'elles visent les Juifs en Europe ou les Africains dans les colonies. Mais la réalité politique est cruelle. Malgré ses discours, ses efforts, ses projets de loi, la République n'est pas prête à reconnaître pleinement les Africains comme ses égaux. Ses propositions sont rejetées, ses discours restent lettres mortes dans un hémicycle trop souvent sourd. Il est applaudi, félicité, décoré, mais rarement suivi. Juin 1940. La France vacille. Les blindés allemands ont déferlé sur Paris. Le gouvernement s'effondre. L'armistice avec Hitler n'est plus une éventualité, mais une réalité. Le monde bascule dans l'horreur. La République, cette République à laquelle il a tout donné, est en train de s'éteindre. Mais Galandou Diouf, lui, ne baisse pas les bras. Le 19 juin 1940, à Bordeaux, dans un contexte de déroute, un petit groupe de parlementaires coloniaux se réunit. Ils ne sont ni nombreux, ni puissants. Mais ils sont debout. Parmi eux, Gratien Candace, Maurice Satineau, Gaston Monnerville et Galandou Diouf. Ils rédigent un texte à la fois simple et puissant. Un appel solennel. Un cri lancé au sommet de l'État français. Notre France est blessée mais ne peut pas s'abandonner. Hommes de couleur, représentants de nos colonies au Parlement national, nous venons vous supplier de sauver notre grande et chère patrie dans l'honneur, dans la dignité et dans le respect de la parole donnée. Ces mots résonnent comme un dernier espoir. L'espoir que la République ne trahira pas ses idéaux. Qu'elle se relèvera, en s'appuyant sur ses colonies. Sur l'Afrique. Sur ce continent fidèle, toujours mobilisé, toujours sacrifié, mais jamais reconnu à sa juste valeur. Cet appel est remis au président Albert Lebrun. Mais il est déjà trop tard. Dans les coulisses, Pétain prépare la reddition. La République est sur le point de se saborder. Dans la nuit qui suit, Galandou Diouf n'hésite pas. Un projet fou prend forme, quitter la France avant qu'elle ne tombe entre les mains de la collaboration. Le plan ? Rejoindre l'Afrique du Nord, y établir un gouvernement de résistance, et continuer le combat contre l'Allemagne nazie.
Un navire attend dans le port du Verdon, près de Bordeaux. Son nom, le Massilia. À son bord, une trentaine de parlementaires courageux ou désespérés. Parmi eux, des noms qui entreront dans l'histoire, Georges Mandel, Jean Zay, Pierre Mendès France. Et Galandou Diouf, le seul élu africain présent. Il embarque le 21 juin 1940, la veille de la signature de l'armistice. Ce n'est pas une fuite. C'est un acte de résistance. C'est la preuve que, même dans les heures les plus sombres, certains n'abandonnent jamais. Le Massilia arrive à Casablanca le 24 juin 1940. L'espoir renaît. Mais très vite, les nouvelles sont terribles, la France a signé l'armistice. Pétain a pris le pouvoir. La Troisième République n'est plus. En quelques jours, les passagers du Massilia deviennent des suspects, des parias, des déserteurs aux yeux du nouveau régime. Les autorités de Vichy lancent la chasse. Les passagers sont rapatriés de force, arrêtés, jugés. Certains seront même exécutés, comme Georges Mandel, assassiné par la milice. Mais Galandou Diouf, lui, échappe à ce destin tragique. Il n'est pas arrêté immédiatement. Il obtient, difficilement, l'autorisation de rentrer au Sénégal, où il peut brièvement reprendre son mandat. Mais le régime de Vichy ne lui pardonne pas sa loyauté à la République. Le 18 juillet 1940, Diouf est rappelé en France. On ne l'emprisonne pas officiellement. Mais on l'isole. On l'étouffe à petit feu. On le place en résidence surveillée, à Cannes, loin de ses terres, loin de son peuple, dans un exil intérieur qui s'apparente à une mise au placard silencieuse. Il vit les derniers mois de sa vie en captivité, sous la surveillance d'un régime pour lequel il n'a jamais cessé de se battre. Il meurt le 6 août 1941, dans cette maison de silence. Seul, brisé, mais debout dans sa dignité. Il faudra attendre 9 longues années pour que la mémoire officielle se souvienne de lui. Le 18 août 1950, à Marseille, une cérémonie d'hommage est organisée. Ses cendres sont placées à bord du Medi 2, en direction de Saint-Louis du Sénégal, sa ville natale. Un retour au pays. Un voyage symbolique. Le dernier. Pourquoi Galandou Diouf est-il si peu connu aujourd'hui? Parce qu'il était indépendant? Parce qu'il n'a jamais accepté d'être une marionnette coloniale? Parce qu'il a osé résister à Blaise Diagne, puis à Pétain, puis à Vichy? Ou parce qu'il était tout simplement en avance sur son temps, dans un monde encore aveugle à la grandeur africaine? Ce qui est certain, c'est que son combat incarne un chapitre oublié de l'histoire. Un chapitre où les Africains n'étaient pas seulement des sujets coloniaux, mais des penseurs, des décideurs, des résistants. Galandou Diouf n'a pas vu l'indépendance. Il n'a pas vu l'avènement de leaders comme Senghor, Modibo Keïta ou Sékou Touré. Mais il fut leur précurseur. Leur chemin ne commence pas en 1960. Il commence avec lui, et d'autres comme lui, ces pionniers silencieux, ces bâtisseurs de l'ombre, ces patriotes sans drapeau. Il a semé la graine de la dignité africaine dans le sol même de la République française. Aujourd'hui encore, son nom reste dans les marges des manuels. On le mentionne à peine. Si cette histoire t'a touché ou t'a appris quelque chose, si tu penses que Galandou Diouf mérite d'être connu, fais résonner sa voix. Like, commente, partage. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, nous redonnons la parole à ceux qu'on a voulu faire taire. Ici, les légendes ne meurent pas. À très bientôt sur Légendes et Vérités, pour une autre histoire.